loi dite normale ou encore loi de Laplace-Gauss. Pratiquement tout le monde a entendu parler de cette fameuse courbe de Gauss qu'on appelle aussi la courbe en cloche. Celle-ci est un peu particulière. Elle est réduite tout simplement parce qu'elle possède deux caractéristiques importantes. La première, la moyenne, vaut 0. C'est pour cela que, aussi bien l'axe de symétrie que le maximum de la courbe se situe en 0. L'autre caractéristique, c'est que vous avez l'écart type sigma qui vaut 1. Habituellement, donc, cette courbe, cette fonction, qui dépend donc de x, est notée n pour normal, 0, 1, qui est donc un cas particulier de toutes les courbes de Gauss qui ont comme moyenne mu et comme écart type sigma. L'équation de cette fonction est vraiment très particulière et assez difficile, non seulement à retenir, mais en plus, fonction difficile à trouver l'ensemble de toutes les valeurs pour pouvoir les dessiner. Je vais noter petit n de x sur n et donc, comme je l'avais dit, noter également n de mu sigma. Il faut d'abord écrire une première constante qui s'écrit 1 sur sigma fois racine carrée de 2. Donc ça veut dire que pour pouvoir dessiner la fonction, l'écart type est déjà connu à l'avance. Le reste de la fonction s'exprime sous forme d'exponentielle. C'est e exposant moins quelque chose. C'est une fraction dont le numérateur vaut x moins mu au carré. Mu est également connu. Divisé par 2 sigma carré. Cette fonction particulière a ceci de remarquable, c'est qu'il n'existe aucune démonstration qui donne son équation. C'est une équation qui a été donnée purement par l'expérience. Alors, l'expérience base sur différents échantillons sont les plus grands possibles. D'ailleurs, c'est pour ça que la loi normale est dite aussi comme étant la loi des grands nombres. Alors, détaillons un petit peu ce que nous retrouvons dans cette formule. Nous trouvons déjà deux choses qui sont évidentes, c'est la moyenne et l'écart type. À cela, je vais rajouter n, qui représente le nombre total d'individus dans l'échantillon. N de x représente le nombre d'individus à la valeur x. Cela signifie donc que n de x sur n est toujours inférieur à 1. Et il ne reste plus que f de x, que l'on appelle densité de probabilité. Voilà pour le vocabulaire. Voici donc une courbe de la loi normale tout à fait générale, avec un mu quelconque et un sigma quelconque. Et nous avons toute une série de caractéristiques concernant cette courbe. Nous allons considérer toute une série d'aires différentes. En voici une. Nous avons un axe de symétrie en mu, ce qui fait que l'aire de droite est identique à celle de gauche. Ce qui veut dire que vous avez 50% des individus en dessous de la moyenne mu et 50% au-dessus, suivant que vous regardez le côté de gauche ou le côté de droite. Donc, vous avez fatalement 50% de la population. En termes de probabilité, elle sera égale donc à 1/2. Aire suivante, quel est le pourcentage de population
si vous êtes entre mu moins sigma et mu plus sigma? Réponse, vous avez 68% de la population. Allons un peu plus loin et examinons ce qui se passe si nous augmentons cette surface. C'est-à-dire que nous allons encore avancer vers la gauche de moins sigma et vers la droite de plus sigma. Donc ça veut dire qu'on est en train d'examiner l'aire qui se situe entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma. Résultat, 95%. Vous voyez que cela monte vraiment très vite. Qu'est-ce qui se passe si on rajoute encore sigma aussi bien à gauche qu'à droite? Eh bien, nous allons obtenir 99%. Si vous avez compris ce qu'est une densité de probabilité, eh bien, vous comprenez alors que pour pouvoir trouver une probabilité entre deux valeurs, il s'agit de faire le calcul de l'aire qui se trouve en dessous de la fonction. Ce qui revient alors à ce moment-là à la notion d'intégrale, l'intégrale qui va en fait disparaître très vite. Donc, calculer la probabilité qu'une valeur aléatoire soit comprise entre deux valeurs x1 et x2 consiste à d'abord écrire la fonction, donc la loi normale, comme ceci. Ensuite, puisqu'il faut faire le calcul de l'aire, il s'agit de faire l'intégrale de cette fonction entre les deux valeurs x1 et x2, ce qui est un vrai casse-tête. Pour pouvoir se débarrasser de tout cela, ou en tout cas pour commencer d'avoir une intégrale qui est plus simple, on commence par faire ce qu'on appelle un changement de variable. J'appelle petit z la relation x moins mu divisé par sigma. Donc pour toute valeur de x1 et de x2, on trouvera fatalement z1 et z2 puisque mu et sigma sont des constantes. Ne l'oublions pas. Puisque mu et sigma sont des constantes, cela veut dire ceci. Si je veux calculer la dérivée de z par rapport à x, donc je veux faire le calcul dz sur dx. Je sais que c'est égal à, alors x moins mu sur sigma, c'est aussi x sur sigma moins mu sur sigma, dont je dois faire la dérivée. Donc ça va me donner la dérivée de x sur sigma moins la dérivée de mu sur sigma. Alors commençons par cette partie-ci. Mu est une constante, sigma est une constante, donc mu divisé par sigma est une constante, la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc ça tombe. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste x sur sigma, sigma est une constante, donc je vais avoir la dérivée de x uniquement qui donne 1 et je tombe sur 1 sur sigma. Donc, je sais que dz est égal à dx sur sigma. Ou encore, je peux dire que dx
est égal à sigma dz. C'est de cela dont je vais me servir et que je vais réécrire. Voilà qui est fait. Et maintenant, je vais pouvoir faire une transformation de mon calcul d'intégrale. Je peux écrire que, d'abord, je vais réécrire la constante. Je verrai bien ce que je peux obtenir après. Donc, divisé par sigma sur racine de 2pi. Donc, je vais faire l'intégrale, mais cette fois-ci, ce n'est pas de x1 à x2, mais c'est de z1 à z2, puisque je fais un changement de variable. Alors, j'ai e exposant moins, alors là, ça va devenir facile, puisque j'ai le x moins mu divisé par sigma au carré, il ne me reste plus que z au carré divisé par 2. Et il me reste le dx. Mais le dx, c'est sigma multiplié par dz. Mais qu'est-ce que je constate? C'est que le sigma qui est là et le sigma qui sont là, eh bien, ils se simplifient l'un l'autre. Donc, je les enlève, comme ceci. Je peux écrire devant la probabilité sous la forme de la variable aléatoire grand Z, comme ceci. Et maintenant, je viens de faire une découverte. Regardez si je prends la fonction que j'avais au départ, celle-ci. Je considère le cas où mu vaut 0, et où sigma vaut 1. Quand je remplace la formule, c'est-à-dire celle-ci, la formule d'intégration, je vais avoir 1 divisé par sigma fois racine de 2pi. Sigma vaut 1, donc je ne dois pas l'écrire. J'écris que racine de 2pi. Donc je vais faire maintenant l'intégrale entre x1 et x2. Et je fais e exposant moins. Alors, x moins mu. Mais mu vaut 0, donc j'ai plus que x carré au-dessus. Juste en dessous, j'ai 2 fois sigma carré. Mais sigma vaut 1, 1 au carré ça donne 1, fois 2 ça me donne 2, multiplié par dx. Eh bien, je vois que ces deux formules-là sont absolument identiques. J'ai juste remplacé x par z, et c'est ainsi que l'on découvre que quand je prends la normale avec mu qui vaut 0 et sigma qui vaut 1, j'obtiens la loi normale réduite. Et donc c'est cette formule-là qui est utilisée alors à ce moment-là dans des tables. Pourquoi des tables? Tout simplement parce que, et c'est le bonheur de tous ceux qui n'aiment pas les maths, et surtout qui ne font pas de calcul d'intégration, c'est que la loi normale, la gaussienne, si vous voulez, n'est pas intégrable. Il n'est pas possible de trouver une fonction qui, lorsqu'on la dérive, donne la loi normale. Et aussi bien qu'elle soit réduite ou non réduite. Donc du coup, on est obligé d'utiliser des tables qui ont été calculées numériquement. Dans le passé, par des mathématiciens qui ont le courage de faire ça à la main, et maintenant, bon, ça se fait tout naturellement via l'ordinateur, et avec Excel, c'est très facile de pouvoir concevoir les tables. C'est d'ailleurs avec Excel que j'ai fait les tables que vous trouvez dans les notes. Et voilà. Les 3 tables qui vous sont données sont tout d'abord de toutes les valeurs qui sont comprises avant la valeur particulière de petit z. La deuxième table, c'est celle qui est comprise entre 0 et petit z. Et en fait, on pourrait dire que la troisième table est le complémentaire
de la première table puisque c'est l'aire complémentaire, donc 1 moins tout ce que nous avions lors de la première table, avec le schéma associé qui se trouve à chaque fois à côté. Examinons différentes propriétés. Commençons d'abord par le fait que nous ayons affaire à une courbe qui est symétrique. Déjà celle-ci, la probabilité totale de l'air qui se trouve sur la courbe vaut 1. Donc si je coupe la courbe en deux, c'est-à-dire la probabilité de toutes les valeurs qui sont en dessous des zéros et toutes les valeurs qui sont au-dessus de 0, eh bien elles auront toutes les deux la probabilité de 1/2. Je considère un petit z qui est positif. Grâce à cette symétrie, rechercher une probabilité d'une valeur qui va de moins z à 0 est identique à la probabilité d'une valeur qui va de 0 jusqu'à petit z. Prenons toujours le cas où z est positif. On a les probabilités pour un z aléatoire qui va de moins à l'infini jusqu'à z, consiste à prendre toutes les valeurs qui vont de moins à l'infini jusqu'à 0, plus les valeurs qui vont de 0 jusqu'à petit z. Ce qui va donc donner, d'une part, 1/2 plus la probabilité restante. Comme ceci. Ce qui fait qu'on peut jouer aussi bien avec la table numéro 1 ou la table numéro 2. La différence de l'une par rapport à 2 vaut 1/2. Je considère toujours que z est positif. Je m'intéresse à ce qui se passe lorsque je m'arrête avant 0, je m'arrête à la valeur moins z. Je pourrais donc de nouveau aller jusqu'à 0, qui va me donner de nouveau 1/2, et puis retirer la partie qui est en trop, c'est-à-dire ceci qui est connu. Le résultat va donc me donner 1/2 moins la probabilité restante. En réalité, toutes ces règles, il ne faut pas les connaître par cœur, il suffit simplement de raisonner en regardant à chaque fois le graphique, en regardant l'aire qui est prise et en examinant tout ce qui peut être pris ou ce qui peut ne pas être pris. Prenons par exemple deux valeurs A et B, où A et B sont positifs. Et je voudrais connaître la probabilité qui va de moins A jusqu'à plus B, comme ceci. Je sais déjà une chose, c'est que pour aller de moins A jusqu'à B, il faut que j'aille de moins A jusqu'à 0, et puis ensuite de 0 jusqu'à B. Donc je peux décomposer cela en deux probabilités, comme ceci. Or, je sais que la probabilité d'aller de moins A jusqu'à 0 par symétrie, c'est la même chose que la probabilité d'aller de 0 jusqu'à A. Eh bien, j'ai fini. Il me suffit de faire le changement pour la première probabilité et de garder le deuxième terme. Je vais obtenir donc la probabilité qui va de 0 jusqu'à A, plus la probabilité de 0 jusqu'à B. Donc je peux alors à ce moment-là additionner les deux probabilités que je trouve dans la deuxième table, et le tour est joué. Il est possible de passer de la loi binomiale à la loi normale, c'est-à-dire de faire une approximation de BKNP vers N mu sigma. Mais il faut impérativement que la probabilité d'un événement soit proche de 1/2. Exemple. Prenons le jeu de pile ou face. Si je joue à pile ou face, on considère que on travaille avec une pièce qui n'est pas truquée. Il y a donc autant de chances de tomber sur pile que de tomber sur face. Là, on tombe dans un cas où P vaut exactement 1/2. L'espérance mathématique ou moyenne mu dépend du nombre de lancers.
on va examiner le cas où n vaut 40 lancers. Donc il y a 40 expériences qui sont identiques. On est d'accord qu'il y a bien répétition. Donc on est d'accord pour dire que la loi binomiale fonctionne. Donc cela nous donne une espérance mathématique mu qui est égale à n fois p, c'est-à-dire 40 fois 1,5, qui va nous donner 20. On a Q qui vaut P, c'est-à-dire la probabilité contraire d'obtenir pile, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir face, ce qui fait que du coup on peut trouver la variance qui vaut n fois P fois Q, c'est-à-dire 40 fois 1,5 fois 1,5, ça va nous donner 10. Et donc, on va trouver l'écart type sigma qui vaut la racine carrée de 10 et qui vaut à peu près 3,1623. Et comme nous avons mu et nous avons sigma, eh bien, nous pouvons donc l'utiliser également dans la loi normale. Mais avant de faire ça, examinons un peu le graphique que nous allons obtenir pour la loi binomiale. Donc, cela va donner un diagramme en bâton, mais ce diagramme en bâton, je vais le transformer en histogramme. Voilà le résultat obtenu. Nous voyons qu'il y a une parfaite symétrie, c'est normal, puisqu'il y a autant de probabilités d'obtenir pile que d'obtenir face. Ça veut dire que la probabilité d'obtenir autant de piles que de faces, eh bien, se trouve donc au centre, et vous avez une probabilité qui est de 0,1254. Bien. Alors, remarquez que j'ai fait ceci. Cette fois, j'ai transformé mes bâtons en blocs, donc en petits rectangles, en faisant en sorte que l'épaisseur de chaque rectangle soit de 1. Donc, faire la probabilité que je fais avec un bâton fois la largeur qui vaut 1, il n'y a strictement rien qui change. La différence, c'est que si je prends par exemple le bâton le plus grand, celui qui est au niveau du 20, donc juste ici, remarquez que ce bâton, il s'étale de 19,5 jusqu'à 20,5. Lorsque nous allons travailler avec la loi normale, eh bien, il faudra considérer ces valeurs qui ne tombent donc pas pile, c'est le cas de le dire, sur les valeurs entières de ce que nous avons avec la loi binomiale. Procédons à l'exercice suivant. Recherchons la probabilité d'obtenir entre 18 et 20 succès, c'est-à-dire 18, 19 et 20. Nous allons commencer par la loi binomiale. Commençons par la probabilité d'avoir 18 succès. Donc, 18 succès, et il y avait 40 lancements. Multiplié par P qui vaut 1,5, exposant 18, multiplié par Q qui vaut aussi 1,5, exposant 40 moins 18, c'est-à-dire 22. Voilà pour la probabilité d'avoir 18 succès. Et ben, on fait la même chose pour 19 et pour 20. Donc nous avons C40, 19,
multiplié par 0,5 exposant 19, multiplié par 0,5 exposant 40 moins 19, ça fait 21, plus le dernier, c'est 20, multiplié par 0,5 exposant 20, multiplié par 0,5 exposant 40 moins 20, c'est-à-dire 20. Ça nous donne, pour le premier, si je fais le calcul, ça va me donner 0,1031. Pour le second, ça va me donner 0,1194. Plus le troisième, 0,1254. Et ça va me donner une valeur finale de 0,3479. Voilà la valeur qui est trouvée via la loi binomiale. Maintenant, j'essaye de faire la même chose, mais avec la loi normale, et on va voir ce qu'on va obtenir. Pour les succès, ils sont compris entre 18 et 20. Ça veut dire que x1, c'est 18 moins 1,5. Vous vous souvenez, à cause de la largeur des petits rectangles, ce qui va me donner 17,5. Et x2, il vaut 20 plus 1,5, c'est-à-dire 20,5. Je peux calculer Z1 et Z2. Je connais les valeurs de mu et de sigma, je les rappelle. Mu, c'était 40 fois 1,5, c'était 20. Sigma avait été calculé, il vaut 3,1623. Je peux donc trouver Z1 et Z2. Z1, c'est donc X1, donc 17,5, moins mu, moins 20, divisé par sigma. « 3,1623. J'ai donc moins 0,79. Je vais m'arrêter à 2 chiffres derrière la virgule. Pourquoi? Parce que dans la table, les valeurs ne vont pas plus loin. Je fais la même chose pour Z2. Donc Z2, c'est x2, 20,5, moins 20, de nouveau divisé par sigma, c'est-à-dire 3,1623. Je vais faire la même chose en arrondissant à 2 chiffres derrière la virgule, j'obtiens 0,16. Presque fini, je n'ai plus qu'à rechercher la probabilité pour que z soit compris entre 0,79 moins 0,79 et 0,16. Je ne peux pas faire ça directement. Par contre, je peux écrire que c'est égal à la probabilité d'aller
de 0 jusqu'à 0,79 plus la probabilité d'aller de 0 jusqu'à 0,16. C'est fini. Ensuite, il n'y a plus qu'à aller dans les tables. La première valeur dans la table va me donner 0,2852. La deuxième valeur va me donner 0,0636. Résultat final, 0,3488. Que je peux comparer avec la valeur obtenue avec la loi binomiale. Je vois que les résultats ne sont pas très éloignés les uns des autres. D'ailleurs, examinons pour terminer cette leçon, d'une part, les bâtons créés par la loi binomiale et la courbe de la loi normale qui passe par au-dessus. On voit qu'il y a une vraie conformité entre les deux et que là où il y a parfois ce qu'on pourra appeler des trous, j'entends par là que si vous prenez le triangle qui se trouve ici, qui dépasse, et puis le petit triangle ici où il n'y a rien, eh bien on voit que ils sont équivalents l'un et l'autre. Celui qui est en dessous pourrait très bien remplir celui qui est au-dessus, ce qui explique que le système de l'intégration fonctionne très bien. Fin de la leçon.